Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne qui se donne pour objectif le développement personnel, professionnel et des jeunes en matière de recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est un plaisir, je dirais un plaisir de présenter ce premier épisode, ma problématique en 180 secondes. C'est un programme novateur. Pourquoi novateur? Parce que vous allez me dire qu'il existe déjà ma thèse en 180 secondes. Oui, il y a ma thèse en 180 secondes, mais pour arriver à la thèse en 180 secondes, il y a des étapes à franchir. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, pour permettre aux mémorants de pouvoir présenter chaque étape de leur mémoire en 180 secondes afin d'arriver à présenter la thèse en 180 secondes. Donc, ce travail, c'est déjà une préparation à la soutenance de leur mémoire, le fait que les mémorants présentent chaque étape en 180 secondes. Le mémorant aussi commence, je dirais, à développer cette capacité de synthèse, puisque le mémorant travaille, produit, analyse, donc il fait une analyse, il fait la production, mais cette capacité de synthèse maintenant est en train de se développer. Il y a encore d'autres éléments qui sont très importants. En fait, c'est que le mémorant développe une capacité d'éloquence, de prendre la parole en public. C'est très important déjà pour le mémorant. Et dans cette dynamique, je dirais, le mémorant va pouvoir soutenir le travail sans difficulté, après avoir présenté ma problématique en 180 secondes, après avoir présenté le cadre conceptuel, la recension des écrits en 180 secondes, après avoir présenté la démarche méthodologique et l'analyse des données en 180 secondes. Donc, c'est déjà une préparation à la soutenance. C'est dans ce contexte que nous allons donner la parole à 5 mémorants. Les mémorants qui participent aux ateliers d'accompagnement à la rédaction de mémoire. Ce sont des mémorants qui ont déjà quitté la cour de l'université, qui ont déjà laissé l'université, et ils sont lâchés dans la nature, mais le mémoire n'est toujours pas préparé. Et dans le dispositif qu'on a mis en place, l'accompagnement, les ateliers d'accompagnement à la rédaction de mémoire, donc les étudiants travaillent sur leur mémoire et du coup, je mets en place dans cette dynamique, je dirais cette possibilité aux mémorants pour présenter leur travail, chaque étape de leur mémoire en 180 secondes. Donc, c'est un exercice très intéressant pour les mémorants, pour vous autres qui écoutez ce travail maintenant. Donc, dans ce contexte, il y a 4 mémorants qui vont présenter leur problématique en 180 secondes. Il y a le premier mémorant à qui on va passer la parole. Il s'agit de Marie-Chimène Bozil, qui est un étudiant finissant en sciences de l'éducation à l'Université épiscopale en Haïti de 2014-2018. C'est dans ce contexte que je vais passer la parole à Marie-Chimène Bozil, qui a 180 secondes, disons 3 minutes, pas plus, pour présenter la problématique de son travail. Marie-Chimène Bozil, en fait, travaille sur l'objet suivant, le fonctionnement de l'école et l'abandon scolaire. Le fonctionnement de l'école et l'abandon scolaire. Marie-Chimène Bozil, à vous la parole. L'éducation revêt d'une importance significative au sein d'une société donnée, car elle s'avère nécessaire au développement économique et social de tout pays. Notre dimension de chercheur nous amène sur ce terrain de réflexion dans le but d'analyser les différents éléments ayant entraîné l'abandon scolaire, puisque notre travail vise à mettre en relation les deux thématiques de l'objet d'étude. Dans l'idée de partir du général au particulier, nous faisons un regard transversal à travers le monde et nous avons pris comme exemple certains pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe en vue de comprendre le fonctionnement de l'école de ces pays. Particulièrement en Haïti, nous avons pris le soin de mettre en exergue les écoles publiques bénéficiant de l'attention particulière de l'État.
de la nomination des enseignants, un processus mal défini, en passant par leur formation continue. L'encadrement pédagogique qui représente un paquet facilitant la bonne gestion en matière scolaire est quasiment absent. L'on assiste à un mode de fonctionnement qui ne favorise pas un environnement idoine capable de maintenir la régularité et la ponctualité de l'équipe. Dans la deuxième thématique, en l'occurrence l'abandon scolaire, mettant en relief la situation des décrocheurs à travers le monde, notamment dans les pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, comment ils utilisent des moyens pouvant contrecarrer ce phénomène. En Haïti, ce dernier n'est pas différent, car il occasionne des dérives dans notre société où les conditions socio-économiques des parents ne sont pas réunies et les moyens mis à leur disposition n'assurent pas le bien-être de la famille. Non seulement les conditions socio-économiques des parents ont un impact sur l'éducation, mais le capital culturel affecte aussi le comportement des apprenants, ce qui entraîne un faible taux de réussite et occasionne le redoublement et le problème des surâgés. Lorsque l'apprenant se retrouve dans cette situation, il est contraint à abandonner le circuit scolaire sans avoir les compétences nécessaires, soit pour avoir un boulot ou apprendre un métier. Notre interrogation est de comprendre comment le fonctionnement des écoles influence l'abandon scolaire des élèves. Merci, Chimène, merci. Nous allons passer la parole à notre deuxième mémorant, Rose Farah Basile. C'est à Rose Farah Basile qu'on va passer la parole. Rose Farah Basile fait un mémoire de licence en sciences de l'éducation. Elle a fait l'Université publique du Sud, UPSA, de 2012 à 2016. Et Rose Farah Basile travaille sur enseignement et apprentissage du français et le milieu rural haïtien. Rose Farah Basile, à vous la parole. Mes expériences en milieu rural me poussent à travailler sur cet objet que je trouve très passionnant. La problématique est divisée en deux sections. Dans l'objectif de partir du général au particulier, la première section enseignement et apprentissage du français est divisée en deux sous-sections. La première sous-section enseignement et apprentissage du français à travers le monde, le cas de certains pays qui a plus d'une langue officielle et le français est enseigné comme langue seconde. À noter qu'en Haïti, même étant officiel, le deuxième sous-section du français en Haïti de la période coloniale jusqu'à aujourd'hui encore, le français reste et demeure la langue prédominante dans tout le parcours scolaire. Malgré de nombreuses tentatives faites à travers les réformes comme la réforme de 1789, dite réforme de Bernard, pour intégrer le créole afin de faciliter l'apprentissage, mais toutes ces tentatives n'apportent pas de fruits réels car ils pensent que le français, c'est la seule langue par laquelle peut passer les connaissances sans pour autant tenir compte de l'influence de la langue maternelle dans l'apprentissage. La deuxième section, qui est le milieu rural, où l'éducation paraît toujours un défi à cause que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, comme par exemple, pas de cadre compétent, pas assez d'écoles disponibles près de la résidence des élèves où ils doivent parcourir un long trajet à pied, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours réguliers ou ponctuels,
dans la saison de pluie ou de récolte. Et ensuite, les parents ne peuvent pas répondre aux lourdes exigences faites par les écoles, surtout si la famille est très nombreuse. Et le gros lot, c'est l'héritage culturel où la langue française est une langue à l'école. Les enfants n'ont pas la pratique de cette langue à la maison, ce qui produit le redoublement, l'abandon et augmente le taux d'analphabète. Tout ceci me porte à dire, est-ce que l'enseignement-apprentissage en français dans le milieu rural en Haïti n'est pas la base de l'échec des élèves? Merci. Merci, Rose Farah Basile pour votre intervention. Et la troisième intervention, c'est le mémorand Pierre-Luc Goguet, qui a fait aussi les sciences de l'éducation à l'Université publique du Sud d'Otaï et de 2014 à 2018. Pierre-Luc travaille sur un mémoire de licence portant sur la production orale anglaise, langue seconde, et formation des enseignants. Donc, nous allons passer la parole à Pierre-Luc Goguet pour sa prestation. Pierre-Luc Goguet. Après 3 ans au 3e cycle de l'école fondamentale et 4 ans à l'école secondaire, soit un total de 7 années dans l'apprentissage de l'anglais, à raison de 2 heures par semaine, l'élève haïtien a du mal à entretenir pendant 10 à 30 minutes. Deux grandes sections sont clairement émergées de ce travail, la production orale et la formation des maîtres en anglais langue seconde. Dans la première grande section, nous analysons le contexte de l'enseignement de l'anglais dans le monde, notamment dans les pays francophones, et nous analysons l'enseignement de l'anglais en Haïti, le manque de matériel didactique et pédagogique et l'horaire alloué. Nous avons montré que le manque de matériel didactique et pédagogique alloué à l'enseignement de l'anglais langue seconde en Haïti, comment cela pourrait influencer la compétence de la production orale en anglais des élèves. Dans la deuxième grande section, nous regardons le contexte de la formation des enseignants d'anglais dans le monde, notamment dans les pays francophones. Cette partie est poursuivie par l'analyse de la formation des enseignants en Haïti. Nous analysons le contexte de la formation initiale des enseignants d'anglais et le contexte de la formation continue des enseignants d'anglais en Haïti. Et généralement en Haïti, l'enseignement de l'anglais est confié à des professionnels généralisés ne possédant le minimum de connaissances requises pour enseigner l'anglais. Mis à part l'école normale supérieure qui dispose d'une filière de langue, il n'y a pas de vraie filière de langue dans les autres institutions et de formation des enseignants d'anglais. Ce qui rend les institutions, ou du moins les établissements scolaires, dans l'impossibilité de recruter des professeurs qualifiés. L'objectif de ce travail de mémoire est de comprendre le rapport qui peut être exister entre la faiblesse de la production orale des élèves et la formation et les compétences des professeurs. Merci. Merci Pierre-Luc pour votre prestation et nous allons accueillir la dernière prestation de cet épisode, à savoir Rachel Mercier. Rachel Mercier a fait ses études à l'Université d'État d'Haïti, notamment à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Elle a fait cette formation de 2006 à 2010 et ça fait déjà 11 ans qu'elle a laissé, je dirais, l'université et elle n'a pas pu préparer son travail de mémoire.
et avec les ateliers, maintenant, elle avance avec le travail et elle prépare, je dirais, un mémoire de licence en droit, en sciences juridiques, et portant sur la scolarisation universelle et la législation haïtienne. Donc là, j'ai le plaisir de passer le micro à Rachel Mercier, qui travaille sur la scolarisation universelle et la législation haïtienne. Rachel Mercier. Georges Jacques Danton, avocat et homme politique français qui a vécu de 1759 à 1794, dans son discours sur l'éducation, disait, et nous citons, « Après le pain, l'éducation est le premier besoin. D'autres disent que l'instruction est le besoin de tous. Pourtant, les statistiques et la réalité des populations établissent le constat d'une situation d'analphabétisme effarante. En fait, le sous-développement va de pair avec l'analphabétisme, autant que l'éducation est une condition sine qua non du développement. C'est dans ce contexte que l'éducation est considérée comme étant un droit fondamental de chaque individu. Ce droit est indispensable à l'exercice et au respect de tous les droits civils, politiques, sociaux et économiques. C'est aussi une condition essentielle du développement durable ainsi que de la paix et de la stabilité dans le monde. Notre analyse de la scolarisation universelle nous amène à comprendre ce qui se passe dans quelques pays sous-développés, étant donné que la scolarisation universelle ne concerne pas uniquement Haïti. La scolarisation universelle dans le contexte haïtien est largement développée, tout en questionnant le fondement du système éducatif haïtien, tout en mettant l'emphase sur le caractère universel, gratuit et obligatoire de l'éducation. Notre analyse remonte depuis l'indépendance. Et nous avons constaté la première tentative de scolarisation universelle sous Fabre Nicolas Geffrard, dont la présidence s'étalait de janvier 1859 à mars 1867. La scolarisation universelle est de nos jours questionnée par le PSUGO et à travers les projets de l'éducation pour tous, EPT. Mais en début de tout, nous constatons qu'aux heures de classe, beaucoup d'enfants d'âge scolarisable traînent encore dans les rues de la capitale ou à travers les villes de province ou dans les sections communales. Effectivement, tout le long de notre travail de recherche, nous nous intéresserons davantage à la situation des enfants d'âge scolarisable et qui n'ont pas une place assise à l'école. La situation des enfants non scolarisés nous amène vers les interrogations suivantes. Que disent les conventions et traités internationaux en matière du droit à l'éducation des enfants? N'existe-t-il pas des lois, des décrets et des arrêtés qui sont promulgués en faveur du droit à l'éducation des enfants? S'il en existe, pourquoi ne sont-ils pas appliqués? Merci. Merci Rachel Mercier pour votre prestation sur le droit, la scolarisation universelle et la scolarisation et la législation haïtienne en Haïti. Alors, je vous dis merci pour ce travail, pour votre présentation. Et là, on va passer à une phase d'évaluation. Donc, lorsqu'on regarde la première intervention, à savoir Marie-Chimène Bozil, qui intervenait sur le fonctionnement de l'école et l'abandon scolaire, Marie-Chimène, Madame Bozil, au niveau de maîtrise du contenu, elle a bien maîtrisé le contenu de votre, vous avez bien maîtrisé le contenu de la problématique. Vous avez un niveau d'éloquence très élevé et vous n'avez pas hésité, je dirais à aucun moment, au niveau du travail, et la qualité de réflexion est importante. Par contre, vous avez pris 3 minutes et 5 secondes. 5 secondes de plus, donc vous devez rester à 3 minutes, vous avez pris 5 minutes de plus. Donc c'est seulement ça,
qui au moins donne un point négatif parce que au niveau de la maîtrise du contenu, c'est parfait. Au niveau de l'éloquence, c'est parfait. Au niveau d'hésitation, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas eu de temps mort. Et la qualité de la réflexion est importante et très élevée. La seule chose, il y a 5 secondes de plus que vous avez pris dans votre travail. En tout cas, félicitations, Marie-Chimène. Donc, j'espère, lorsque vous allez présenter le cadre conceptuel de votre travail, donc vous allez avoir encore beaucoup plus d'éloquence et vous allez rester dans le temps. Voyons la deuxième prestation, à savoir Rose Farah Basile. Rose Farah Basile intervenait sur enseignement et apprentissage du français et le milieu rural haïtien. Donc, c'est le niveau de maîtrise du contenu Farah, c'était très bien. Le niveau d'éloquence aussi, il n'y avait pas de problème d'éloquence. La seule chose, il y a eu un problème d'Internet chez vous et on a constaté que l'Internet faisait défaut, mais il n'y a pas eu de temps mort, la qualité de la réflexion était bonne et la durée de l'intervention était de 2 minutes 46 secondes. Donc, vous n'avez pas dépassé les 3 minutes. Formidable, Farah. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Et lorsque vous allez présenter le cadre conceptuel de votre travail, et pour continuer avec ce même niveau d'éloquence, ce même niveau de prestance, pour pouvoir aller très loin. Félicitations, Farah. La troisième prestation, à savoir Grimaud, Pierre-Luc Goguette, qui travaillait sur la production orale anglaise et langue seconde et formation des enseignants. Donc, là aussi, le niveau de maîtrise du contenu, c'était aussi fort et le niveau d'éloquence était fort. Par contre, il y a eu 2 moments d'hésitation. Pierre-Luc, il y a eu 2 moments d'hésitation et le temps mort, il n'y a pas eu de temps mort. La qualité de la réflexion est toujours importante. Donc, et la durée de la prestation, c'était 2 minutes et 37 secondes. Donc, 2 minutes 37 secondes, vous êtes resté dans le temps. La seule chose, c'est le temps d'hésitation. Donc, en tout cas, félicitations Pierre-Luc. Et dans le prochain épisode, à savoir le cadre conceptuel en 180 secondes, donc là, essayez de ne pas avoir d'hésitation pour que tu puisses aller encore plus loin dans la réflexion. En tout cas, félicitations Pierre-Luc, c'est un très bon travail. Et enfin, je dirais, la 4e présentation, il s'agissait de Rachel Mercier qui intervenait sur la scolarisation universelle et la législation haïtienne. Donc, au niveau de la maîtrise du contenu, c'est très maîtrisé, Rachel. Félicitations, tu as bien maîtrisé le contenu de la problématique et la qualité de la réflexion était très bonne. Il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu d'hésitation et le niveau d'éloquence était également très fort. Félicitations. Par contre, au niveau de la durée de la prestation, Rachel, tu as pris 3 minutes et 7 secondes. Donc, il y a eu 7 secondes de plus. Donc, il y a 2 mémorants qui ont des secondes de plus. Le cas de Rachel Mercier, 7 secondes de plus. Et le cas de Marie-Chimène Basile, 5 secondes de plus. Donc, on espère, je vous propose, dans la prochaine prestation, d'essayer de rester dans le temps exactement, de ne pas avoir même 1 seconde de plus, afin d'avoir des idées bien conçues et réellement vous rester dans le temps. Félicitations à chacun de vous, bon travail, et j'espère en tout cas que vous allez soutenir votre mémoire dans très peu de temps, avec le même niveau d'éloquence, avec le même niveau de maîtrise du contenu, avec le même niveau de qualité de réflexion. Merci beaucoup et à la prochaine.